C'est qu'il y a des médecins qui regardaient des messieurs de 105, 107 ans, puis ils regardaient le billet de santé, puis ils disaient, mon Dieu, je peux pas croire qu'il me dit encore que ça va bien. Bon, oui, ça va bien aller. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Éric Simard, docteur en biologie et chercheur en longévité cellulaire. Éric, tu as vraiment un parcours exceptionnel et prodigieux. J'aimerais que tu expliques comment, à travers justement tes recherches, ta passion, ta volonté de faire connaître tout ce que tu découvres à la population, qu'est-ce qui pour toi te fait vibrer? En fait, Brigitte, hein, ça remonte il y a très longtemps, quand j'étais tout petit. Déjà, la vie en tant que telle, le monde vivant me passionnait. En fait, hein, pourquoi ça vit, comment est-ce qu'on fait pour le préserver, comment ça fonctionne en tant que tel, c'est ce qui m'a amené en tant que tel en biologie. Et d'un autre côté, j'ai grandi avec l'esprit, parce que mon père a été malade, j'étais très jeune, qu'un jour, on va manquer de temps, soit pour nous, soit pour les gens qui nous sont chers. Et donc, que la vie est précieuse, il faut en prendre soin pour pouvoir en profiter. Comment on en prend soin en tant que tel, hein? Et donc, ça part de très loin. Ça m'a amené avec le temps donc à m'intéresser beaucoup à la prévention en santé humaine. Et quand j'ai vu, durant les dernières années, les 20 dernières années, émerger le fait qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement humain, pour moi, ça a été une évidence, en fait, qu'il fallait que je m'en aille dans cette direction-là. Parce que là, on serait capable d'agir en prévention sur toutes les maladies associées au vieillissement en un seul coup, en tant que tel. Donc, pas une à la fois, mais tout ensemble d'un coup sec. J'avais pensé à une façon dont on pourrait développer des nouveaux gyrosuppresseurs, molécules qui agissent sur le vieillissement justement pour réduire l'incidence des maladies associées. Et effectivement, j'avais raison. On a fait des grandes découvertes avec l'Université Concordia. Je voulais pas non plus, d'un autre côté, utiliser seulement que ces molécules-là en tant que telles, c'est pas la chose à faire. Il faut s'attarder aux habitudes de vie. Ce qui va faire qu'on va réussir à avoir de beaucoup meilleures chances de vivre centenaire, c'est à la fois les habitudes de vie. On peut utiliser les données observationnelles des populations centenaires puis aller plus loin. Ça, c'est ce que je vise à faire aussi. Et de l'autre côté, ajouter à ça, justement, les gyrosuppresseurs, des molécules qui vont ralentir les processus du vieillissement cellulaire. Donc, c'est ça mon domaine à moi. Ça fait plusieurs années que je te suis, puis qu'on se connaît, puis qu'on a l'occasion d'échanger sur ces propos-là, puis on doit en parler. Parce Ouais. que les gens ont besoin de tout ça. On sait qu'actuellement, les gens se questionnent aussi hein, par rapport à leurs habitudes de vie. Puis là, je pense qu'on touche vraiment un noyau qui est au cœur de tout ce qui peut amener la personne à avoir une élévation de la perception d'elle-même. Puis on sait qu'il y a l'épigénétique avec l'environnement. Donc, dans les sociétés centenaires, d'ailleurs, on note que l'environnement joue un rôle important. Toi, quel est le message que tu porterais à une personne qui est désireuse, justement, de dire, bon, mais là, je me prends en main, qu'est-ce que je peux faire? En fait, mon premier conseil, ça étonne la majorité des gens quand j'en parle, mais c'est la personnalité. Parce que quand on parle de vivre centenaire, j'ai bien plein de commentaires couramment de gens qui disent non, 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 moi, je veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Pourquoi qu'ils me répondent ça? C'est parce qu'ils se voient 30 ans de temps en CHSLD, en soins de longue durée. Mais il faut comprendre que c'est complètement le contraire. Je veux dire, toutes les données nous le montrent, hein. Techniquement, en Amérique du Nord, les gens qui font pas attention à eux, qui n'ont pas des très bonnes habitudes de vie, mais en fait, la majorité de la population, malheureusement, là, on va avoir 15 ans pendant lesquels on va être affecté des maladies associées au vieillissement à partir de 70 ans jusqu'à 85 à peu près, qui est l'espérance de vie moyenne, bien, techniquement, les centenaires, ils vont être affectés pendant 5 à 6 ans habituellement. Pour vivre jusqu'à 105, 106 ans, ça fait quoi? Ça fait 30 ans de différence entre les deux. 30 ans sur l'espace d'une durée de vie humaine, c'est énorme, là. Puis de l'autre côté, quand je parle de la personnalité, c'est que ce qu'on s'est rendu compte avec les centenaires, c'est que c'est un élément crucial, extrêmement important. Leur façon de voir les choses, c'est unanime, peu importe de où viennent les centenaires de par le monde, la culture, etc., qu'on parle des Japonais, les Européens, les Nord-Américains, ils sont tous comme ça. Puis pensez-y, de toute façon, si vous connaissez des centenaires où vous avez eu la chance d'en côtoyer, c'est toujours des gens qui sont rayonnants, sont fondamentalement positifs. Ils ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, sont d'agréables compagnie. Ils ont tous le même genre de personnalité. Fait que forcément, c'est quelque chose d'extrêmement important à développer puis à mettre en application. Parce qu'une fois que tu as réussi à développer ça, tu vas avoir une grande facilité à améliorer tout le reste des aspects des saines habitudes de vie. Mais on sait très bien, oui, la personnalité, c'est à la base. D'ailleurs, les grands leaders en transformation mentionnent que la première chose à analyser, à avoir comme introspection dans sa personne,
c'est comment on développe nos propres pensées et comment on se projette dans son environnement et on interagit avec le monde extérieur. D'ailleurs, toi, dans ton environnement, je pense que tu parlais parfois dans des conférences de ta grand-mère. Mon arrière-grand-mère, Oui, ouais, ouais, oui, mon arrière-grand-mère, c'est comique, en fait, parce que la dame est née en 1900. Hein, pour moi, c'était passionnant d'aller discuter avec. Tu sais, elle a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. T'imagines l'âge qu'elle avait, justement, là. Puis elle se rappelait encore très bien de tout ça, ce qui s'est passé à l'époque. Ça fait que je pouvais aller lui poser des questions. Puis j'allais dîner avec à l'occasion. J'étais au primaire, en fait. Puis mon arrière-grand-mère, tu sais, son mari est décédé, il avait 78 ans. À l'époque, je ne réalisais pas ce que c'était, là. Et là, elle était rendue à 86 ans, elle vivait encore seule, mais en fait, hein, elle allait chauffer son poêle à bois dans le sous-sol. Écoute, je repense à ça. Elle a vécu seule jusqu'à 92 ans dans sa maison. elle était agile Oh, oui, puis physiquement. elle demeurait active, elle avait une mentalité, justement, à toute épreuve. C'était incroyable. Elle avait eu 9 enfants, jamais été hospitalisée. T'imagines la chose? Elle n'a jamais dormi de nuit à l'hôpital. À 92 ans, elle nous a demandé elle-même d'aller dans une résidence pour personnes âgées parce qu'elle a trouvé ça dur de s'occuper de sa maison. Je repense à ça aujourd'hui, je me dis, wow, c'est comme. C'est à 92 ans, c'est moi qui le demande, là, je veux dire, ouais. Puis à 98 ans, elle nous a demandé elle-même de l'amener à l'hôpital. Et ça, là, c'est vraiment encore là. Elle marchait avec une marchette. Je me rappelle très bien qu'elle nous a dit qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle filait pas bien. On l'a amenée à l'hôpital. Le médecin il a fait un examen, puis il a fait tout venir la famille en disant elle ne ressortira pas, c'est sûr. Amener les enfants. Puis 2 semaines après, elle est décédée avec les enfants autour de son lit, en fait, où elle nous disait j'ai vécu une très belle vie, merci d'être là, je suis content de vous autres, je suis fier de vous autres. Tabarouette. Pense à ça, hein, l'esprit, l'image, en fait, là, que la dame. Puis elle est morte dans son sommeil, en fait. Elle ne s'est jamais réveillée. Mais là, 2 semaines à l'hôpital, puis ça n'a pas été 2 semaines de misère, là. À 98 ans, cette dame-là, c'est exactement le profil parfait de ce qu'on voudrait vivre en tant que tel, là. J'aimerais ça qu'on fasse le lien avec la santé mentale. On parle des centenaires, on parle de tout ce qui est la longévité, l'antivieillissement. Comment quelqu'un qui a justement des troubles de santé mentale pourrait aller bénéficier de cette philosophie, de cette approche et d'incorporer dans son modèle de vie des propriétés justement de pensée ou de suppléments ou... Ça va de soi que si la personnalité est un point central, puis le fait d'être fondamentalement positif, ça a des grosses implications en santé mentale. Je l'ai dit tout à l'heure, mon Mm. arrière-grand-mère, c'était quelqu'un d'inébranlable. Mais il faut les côtoyer, ces gens-là, en fait, pour réaliser à quel point c'est comme ça. Puis bon, Mm. c'est vraiment une certitude que jamais ils vont remettre en question. Puis mon arrière-grand-mère, bon, j'ai dit, comment ça va, grand-maman? Elle me répond avec le ton d'un général de l'armée, ça va très bien, ça a toujours bien été, je verrais pas pourquoi que ça changerait. Et moi, à l'époque, je suis resté comme, qu'est-ce que je lui ai dit? Mm. Tu sais, en même phrase, elle vient de me dire les 3 affaires qui constitue le fait d'être fondamentalement positif. C'est un regard positif sur le passé, c'est un regard positif sur le présent, puis tu es confiant de l'avenir. Fait que ça va tellement loin que les centenaires ont tendance à surévaluer leur état de santé. Puis il y a des articles scientifiques là-dessus. C'est qu'il y a des médecins qui regardaient des messieurs de 105, 107 ans, puis ils regardaient le billet de santé, puis ils se disaient, mon Dieu, je peux pas croire qu'il me dit encore que ça va bien. Oh oui, ça va bien aller. Tu comprenais, peut-être? Fait que c'est pas une question de nier, c'est une question profonde, en fait, d'être sûr de ça. Donc, c'est sûr qu'en santé mentale, ça a beaucoup d'impact, en fait. Hein. Autant pour quelqu'un qui va être malade. On sait aujourd'hui hein, que de faire face à la maladie avec une attitude de battant, c'est extrêmement important. Mais ces gens-là, c'est des battants, là, c'est ça. Et puis là, bon, malheureusement, quand on parle de santé mentale, on hérite tout d'un certain bagage qui est à la fois génétique puis à la fois tient compte du voyage qu'on a fait jusqu'à maintenant, le fait d'être fondamentalement positif. Il y a 45 des gens qui l'ont de façon génétique. D'un autre côté, on a tout l'apprentissage qu'on a fait, la façon dont on a été élevé, la culture, en fait, qui peut nous amener là. Et les gens qui sont le contraire, qui sont fondamentalement négatifs, on a aussi à peu près 45 de génétique dans leur cas. Mais là, il faut comprendre une affaire. Ce que je viens de dire là, ça veut dire qu'il y a 55 des gens qui ont tendance à être négatifs tout le temps, qui l'ont appris. Fait que c'est sûr que ceux que c'est génétique ont peut-être plus de travail à faire que ceux-là qui l'ont appris, mais il faut quand même prendre conscience du fait qu'on peut l'apprendre et le développer. Mais l'environnement est un facteur très important. Hein. Ça, on pourrait développer beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à nos patients qui ont des troubles de santé mentale dans leur environnement, dans leur accompagnement, qui va faire en sorte
qu'on peut les amener à avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus positive. Parce que quand tu parles de quelqu'un d'inébranlable, c'est la conviction profonde. C'est comme il y a un shift, comme on dit en anglais, que la personne change de vision complètement de ses possibilités. Il y a beaucoup de facettes, hein, honnêtement, Brigitte. Tu sais, je ne suis pas un spécialiste en santé mentale. Mon domaine à moi, c'est vraiment la longévité. Mais une chose que je peux te raconter, par exemple, c'est que ce qu'on observe de ces gens-là, puis de toutes les habitudes reliées à la longévité, c'est une grande facilité, entre autres, à gérer les problèmes de stress et leur capacité à exprimer leurs émotions très ouvertement et librement. C'est extrêmement important en santé mentale. Mais je pense que le premier point dans tout ça, c'est de faire comprendre aussi aux gens que c'est possible d'avoir un impact de ce type-là. Fait que moi, je m'attarde, entre autres, à toutes les données qui permettent de meilleure longévité sur tout un paquet de facteurs, hein. Et dans ça, on va voir, entre autres, les risques de dépression risquent de réduire la longévité humaine possible. Fait que qu'est-ce qui est en lien avec la dépression? D'après moi, ce qui a le plus gros impact sur la dépression, puis même quand on parle de dépression sévère, on a des publications qui disent que l'activité physique serait à favoriser. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre des antidépresseurs, mais ça veut dire que si on était capable d'appuyer toujours les antidépresseurs d'activité physique, on a moins de rechutes en tant que tel par la suite, hein. Les gens sont capables de se remettre pleinement, justement. Donc, l'activité physique a un très gros impact. La vie sociale de qualité a un très gros impact, en fait, en santé humaine, pour une multitude d'aspects, là. Ce qui explique les centenaires, le fait qu'ils sont si zen et qu'ils sont si peu stressés en tant que tels, c'est leur vision de la vie d'un côté, que la personnalité, on en a parlé tantôt, la gestion du stress qu'ils ont. Ces gens-là, quand on dit qu'ils sont inébranlables à cause du stress, mais c'est pas parce qu'ils n'en vivent pas. Ils en vivent. C'est leur façon de la vivre, en fait, puis c'est leur façon de la partager aussi avec les autres alentours, de se sentir supportés, se supporter les uns les autres. C'est vraiment magnifique quand on y pense. Effectivement, quand on parle des centenaires, on sait que c'est des gens qui ont développé des circuits neuronaux qui sont très présents et qui ont une capacité de rebondissement dans tout type de situation. D'ailleurs, ce qui m'amène à te poser la question, comment toi tu pourrais dire que les circuits neuronaux, justement, parce qu'on sait qu'avec la neuroplasticité du cerveau aujourd'hui, hein, on peut le travailler jusqu'à dans un âge très avancé, comment la personne peut à ce moment-là développer des nouvelles capacités? Ah, écoute, c'est extrêmement intéressant. Comment aider les gens à les amener à développer les habitudes de vie des centenaires, c'est pas toujours évident. Et là, comment qu'on fait pour développer, entre autres, la question de la personnalité? Écoute, la question de la personnalité est une question vraiment fascinante d'un côté. De l'autre côté, c'est extrêmement difficile, là. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour revenir à tes circuits neuronaux qui sont relativement simples, qui sont intéressantes de comprendre. Entre autres, le cerveau humain, hein, c'est une machine fascinante, extraordinaire. Tu apprends au cerveau humain comme il faut qu'est-ce que c'est qu'une émotion en particulier. Automatiquement, il va commencer à s'en servir. Tu crées un chemin avec un nouveau dossier qui a un nom pour une émotion et il va commencer à s'en servir. Ça fait un des trucs qu'on a en traite pour développer des nouveaux circuits neuronaux, c'est d'apprendre à les exprimer, les émotions, de comprendre qu'est-ce que sont les émotions en question. Et là, on a des listings qui sont déjà établis, hein, qui sont, puis même par sous-groupe des émotions. Donc, on peut en prendre connaissance tout simplement, penser aux situations dans lesquelles ça s'applique à notre vie, les émotions en question, puis automatiquement, notre cerveau va faire le chemin. Et là, on va développer justement une meilleure capacité à utiliser nos émotions. Ça va baisser, en fait, notre stress physiologique. Ça va améliorer la qualité de nos relations sociales. Parce que, bon, un truc que je dis à tout le monde, là, c'est vous avez beaucoup d'amis. En fait, les amis Facebook, ça compte pas. Parlez de vos émotions. Il va arriver deux choses. Il y en a qui vont se sauver. Ceux qui vont rester, c'est des gens probablement avec qui vous avez une chance de développer une vie sociale de qualité. C'est qu'on peut développer justement le chemin neuronal qui va permettre ça, à le faciliter en fait, puis le mettre en application. Ça fait que c'est faisable dans nos vies de cheminer comme ça. Ah, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a trois actions qu'on décrit dans un changement de personnalité. C'est comment la personne pense, comment elle ressent, justement, tout l'aspect émotif et comment après elle va choisir d'agir. Et quand la personne prend conscience de successivement ces trois étapes, elle va avoir une introspection qui va lui permettre de dire, ah, ça, il faut que je le change. C'est ça qui va faire en sorte que je vais me sentir plus épanouie. Je vais être plus créatif. Je vais pouvoir mieux interagir dans mes relations interpersonnelles. Donc,
C'est vraiment fascinant. On pourrait en parler très longuement. Les gens sursautent un peu quand je lui dis, en fait, qu'actuellement, dans les évaluations qu'on fait sur l'impact des habitudes de vie, c'est la vie sociale qui aurait le plus gros impact sur la longévité en santé. On parle de 15 ans serait expliqué par la vie sociale de qualité. Donc, une personne vivant seule, complètement seule, aurait 15 ans, jusqu'à 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis et une bonne qualité de la vie sociale. Et là-dessus, on a des données, en fait, donc, qui sont complètement renversantes. Une étude canadienne qui a démontré, je pense, c'est 44 ou 45 000 femmes qui ont été touchées par des cancers du sein. Celles qui avaient des grands cercles d'amis versus les femmes vivant seules avaient 4 fois plus de chances de survie. Aïe aïe! Wow. 4 fois plus de chances de survie. Probablement que la première chose que le médecin devrait demander à la femme qui vient d'avoir un diagnostic de cancer du sein, c'est as-tu un grand cercle d'amis? Es-tu bien entouré socialement? Avant tout. Hein? Ça fait réfléchir quand on pense à ça. Exactement. Éric, j'aimerais que tu me parles de ta nouvelle grande découverte, les géosuppresseurs. En fait, Brigitte, les gyrosuppresseurs, c'est que d'un point de vue scientifique, il y avait des choses qui nous permettaient de croire qu'on serait capable de trouver des molécules qui seraient capables de ralentir les processus du vieillissement cellulaire à travers des plantes. Bon, la raison exacte de tout ça, là, je ne l'ai jamais expliqué en détail, mais on avait raison. On a trouvé des molécules dans des plantes qui sont capables de ralentir le vieillissement cellulaire d'une façon beaucoup plus importante que tout ce qui avait été décrit auparavant. Donc, y compris certains médicaments même qui sont étudiés, comme la metformine, la rapamycine, sont étudiés pour le ralentissement des processus cellulaires. On a des impacts qui sont jusqu'à 500-600 fois plus importants que les impacts de ces médicaments-là, et via des molécules naturelles qui proviennent de plantes. Donc oui, en fait, c'est génial. Et on est peut-être beaucoup plus proche qu'on pensait il y a quelques années de la possibilité d'en faire la démonstration chez l'humain. Parce que nous, on est en train de développer des nouveaux outils qui vont nous permettre de mesurer de façon plus précise ou du moins d'une façon plus facile l'âge biologique versus l'âge chronologique. De quoi je parle, en fait, pour le commun des mortels, c'est que techniquement, on ne vieillit pas tous à la même vitesse, ça dépend de nos habitudes de vie. Et on sait même, les études ont clairement montré, tout à l'heure, je parlais de 30 ans de jeu, bien, le 30 ans de jeu, on le voit dans bien plein de facettes. On le voit au niveau des capacités physiques quand on regarde des études sur l'exercice physique et le vieillissement. Mais on le voit aussi sur les capacités mentales, physiques de façon générale à travers la population mondiale. Il y a une étude qui a montré qu'on a jusqu'à 30 ans de différence dans la population. Autrement dit, on va avoir des gens de 65 ans qui ont les mêmes capacités qu'une personne de 95 ans. Et là, la personne de 65 ans étant quelqu'un qui n'a pas pris soin d'elle en tant que telle, des mauvaises habitudes de vie, la personne de 95 ans étant quelqu'un qui a des habitudes de vie parfaites. Mais c'est 30 ans encore. C'est énorme comme différence au niveau de capacité à vivre en tant que tel. Écoute, honnêtement, je suis vraiment très fier que d'un côté, les molécules qui ralentissent le processus du vieillissement, on a obtenu des brevets. L'automne dernier, on a obtenu le premier brevet canadien. Là, on vient d'annoncer qu'on va obtenir le premier brevet américain. Et en parallèle de ça, on lance une étude justement pour aller mieux déterminer d'une façon plus simple, en fait, l'âge biologique des gens, puis être capable de mesurer l'impact des gyrosuppresseurs rapidement au cours des prochaines années. Donc, c'est vraiment très, très excitant. Ça se fait ici au Québec avec des chercheurs québécois. J'en suis vraiment très fier, honnêtement. C'est fantastique. Ouais. C'est tout à ton honneur. Tu es vraiment quelqu'un de prodigieux dans ton parcours, Éric. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on trouve le levier, puis je suis convaincue qu'on va y arriver à motiver les gens à aller vers la route de l'anti-vieillissement, des saines habitudes de vie et de pouvoir, à ce moment-là, avoir un bonheur qui se ressent. Et de ne pas passer à côté de la vie. Oui. Brigitte, on dit que de passer à côté de la mort, ça fait réfléchir. Les gens, passer à côté de la vie, ça devrait faire réfléchir sûrement tout autant. Mon Dieu, j'adore ça. Quelle belle fin, quelle belle conclusion. Merci, Éric. Ça a été vraiment un plaisir.